Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Dans un instant, l'actualité de ce lundi 27 octobre. Mais d'abord, un point sur la météo de demain. Le temps sera gris, voire pluvieux, avec des températures fraîches. La minimale sera de 7 degrés et la maximale de 13 degrés. Au sommaire, aujourd'hui, les murs des anciennes terrasses du jardin de l'évêché de Blois en cours de consolidation. Des travaux d'entretien nécessaires pour sécuriser le coteau, fragilisé par le temps et la végétation. Retour sur une transhumance pas comme les autres qui avait lieu ce week-end en Loir-et-Cher. 160 brebis sont parties d'Onzain, direction Veuve, où se trouve leur nouveau pâturage. Certaines ont fait le chemin en tout sur la Loire. Et puis, premier épisode de notre série Couleurs d'automne pour vous faire découvrir les jardins remarquables en cette saison dans le Val-de-Loire. Ce soir, direction le manoir de Basse-Rivière à Rochecorbon. Mais d'abord, une boutique Bouygues Télécom victime d'un braquage. Les faits se sont déroulés samedi dans la galerie du centre commercial Blois 2 à Villebarou. Vers midi, un homme muni d'un couteau s'est emparé de plusieurs dizaines de téléphones et de tablettes. La boutique est restée fermée. Aujourd'hui, une enquête a été ouverte par la gendarmerie. Le voleur est toujours activement recherché à l'heure où nous enregistrons ce journal. Un chantier a débuté il y a 2 semaines à Blois. Il s'agit de restaurer et conforter les murs des anciennes terrasses du jardin de l'évêché, tout près de la mairie. Alors cette zone n'est pas accessible au public, mais nécessite d'être entretenue pour sécuriser le coteau, car le temps et la végétation fragilisent ces murs. Des travaux d'un coût de 580 000 € financés par la ville et la DRAC et qui devraient durer 10 mois. Hélène Chaplet. Tout à gauche, la mairie de Blois. Nous sommes ici sous les terrasses du jardin de l'évêché, un lieu interdit au public et propriété de la ville de Blois. Seuls les agents municipaux sont habilités à venir ici pour maîtriser la végétation. Il faut dire que le lieu n'est pas très accessible à cause du terrain en pente. Mais ce qui est le plus préoccupant, c'est ce mur de soutènement en pierre de calcaire qui montre des signes de faiblesse. Construit entre 1705 et 1716, il va devoir être restauré et consolidé. À cause des intempéries, des terres qui poussent le mur et tout ça, il y a eu des éboulements. Et donc là, on va venir faire des travaux de confortation du mur et on va enlever toute la végétation pour pouvoir après reprendre toute cette zone et reconstruire le mur. Pour la confortation des murs, on a opté pour un système de tirants. Donc on vient faire des carottages dans le mur et on vient insérer des tirants métalliques qui sont ancré dans une profondeur de 7 mètres à peu près, dans le cœur de la roche. De nouvelles barbacanes vont également être réalisées dans les murs pour permettre à l'eau de mieux s'écouler. 580 000 € seront nécessaires pour mener à bien ce chantier qui devrait durer une dizaine de mois. Les enduits ne sont pas possibles d'être faits entre octobre et mars-avril. Donc voilà pourquoi à partir du mois d'avril, il y aura un pic d'activité. Des travaux conséquents, une enveloppe assez conséquente. La particularité quand même de ce projet, c'est les accès. Et c'est ce qui va nécessiter une technicité et une logistique réfléchie. Les échafaudages sont pour l'instant en phase d'installation. Une porte doit également être percée dans le mur à gauche. À l'avenir, elle doit permettre au personnel d'intervenir plus facilement sans passer par des chemins escarpés. Et concernant le coteau de la forteresse de Montbazon, la phase de travaux vient là aussi de débuter avec la démolition des maisons de la rue des Moulins sur lesquelles le rempart de la forteresse s'était effondré le 14 décembre 2019. La destruction de ces bâtisses est une première étape nécessaire avant d'entamer la construction d'un nouveau rempart plus solide en 2026. La circulation durant le week-end de la Toussaint pourrait se révéler difficile. Le syndicat régional des jeunes agriculteurs appelle à bloquer les autoroutes A10 et A71 du 30 octobre au 2 novembre. Une mobilisation pour protester contre la réduction des volumes d'eau accordés pour l'irrigation. Les agriculteurs tourangeaux réclament notamment la suppression des études HMUC pour hydrologie, milieu, usage, climat, qui consiste à fournir un diagnostic de la situation hydraulique d'un territoire, diagnostic qui oriente les politiques de gestion de l'eau. Toujours en agriculture, samedi, c'était jour de transhumance en Loir-et-Cher. Plus d'une centaine de brebis ont fait le trajet d'Onzain à Veuve pour rejoindre leur nouveau pâturage. Certaines à pattes par la route et d'autres en tout sur la Loire. Un retour aux méthodes anciennes qui a été possible grâce à la participation de bateliers. Léa Turquier.
Le compte est bon, les brebis sont à bord pour une transhumance insolite. Au départ d'Onzin, les mammifères descendent la Loire pour rejoindre leur futur pâturage. Pour les accompagner, 3 bateaux avec une trentaine de passagers qui profitent de cette balade hors du commun. C'est très bien, c'est calme, au milieu de la nature, c'est merveilleux. Super. Ah, c'est super. Ouais, très bien. Alors moi j'habite à côté de la Loire et en fait j'ai jamais fait du bateau sur la Loire. Voilà. Donc c'est l'occasion. Tout au long de la descente, les participants ne se lassent pas d'observer la faune et la flore ligérienne. Même chose pour Solène, la capitaine de notre embarcation. Elle suit la dizaine de brebis sur l'eau, une manière de rappeler les anciennes méthodes de travail des bergers. C'est ce que faisaient en partie certains mariniers avant, d'avoir des moutons, en fait, des brebis, du bétail tout simplement sur les bateaux. Ça permettait en fait de les déplacer de berge en berge pour en fait pouvoir entretenir les berges. Là vous voyez, on a un espace qui est vraiment très arboré, hein. Il y a beaucoup de végétaux. Ça permet d'entretenir tout simplement les brebis ici. Cette transhumance sur l'eau, Moment de Loire et Mathias Alloin, le berger, l'avait déjà organisée en 2021. Vu l'engouement suscité à l'époque, il réitère l'événement aujourd'hui. C'est nickel, ça parle pas. C'est un calme. Après 1h30 de navigation, tout le monde est à destination. Le reste du troupeau a fait le chemin jusqu'à Veuve par la terre. Une petite randonnée de 6 km accompagnée notamment d'une dizaine de bénévoles. Au total, 170 brebis solognotes sont arrivées à bon port. Il ne leur reste plus qu'à brouter pour entretenir les bords de Loire. Une page de sport à présent avec d'abord de la gymnastique. Après son titre de championne du monde au bar asymétrique, Kéliane Nemours a fait un très beau passage à la poutre également. L'ancienne avoinaise décroche une médaille d'argent avec un magnifique score de 14,30 points sous les couleurs de l'Algérie. Et puis en volley, le Tour Volleyball poursuit sa belle entame de saison avec une deuxième victoire face au Plessis-Robinson, 3-7-1. Un match qui n'a pas été de tout repos pour les Tourangeaux, bien bousculés dans les 2 premiers sets, mais qui ont su garder la main dans la deuxième partie de la rencontre ce week-end. Et puis on va parler d'un match qui s'est déroulé plutôt en cuisine. Cette fois-ci, c'est un Japonais, Yoshi Nakaki, chef du restaurant à table à Tokyo, qui a été sacré champion du monde du lièvre à la Royale samedi lors des journées gastronomiques de Sologne, fondées par Thomas Boulot. Ce concours met à l'honneur ce plat traditionnel depuis 2016. Et puis on lance ce soir notre série de reportages sur les jardins d'automne, direction Rochecorbon pour ce premier épisode. C'est sur un coup de cœur que le flamand Arthur van der Straeten y a acheté le manoir des Basses-Rivières il y a 20 ans. Passionné, il a redessiné entièrement les jardins et a obtenu le label Jardin Remarquable en 2022. Le domaine, accroché au coteau de Tuffeau à 2 pas de la Loire, offre aujourd'hui un parcours unique entre histoire, architecture et nature. Aurélie Renaud. Le nettoyage des massifs avant l'hiver, c'est le programme d'Arthur van der Straeten en cette matinée d'automne. Autour du manoir qu'il a acquis il y a près de 20 ans, s'étendent aujourd'hui plusieurs jardins, tous dessinés par ses soins. Nous sommes ici dans la partie jardin à la française. L'une des particularités du lieu, c'est l'art taupière, l'art de sculpter le végétal. On va donner un cadre assez strict au jardin, des allées, des taupières, c'est-à-dire des formes taillées, donc des boules, des cônes, etc. Ça crée comme une sorte d'architecture. C'est vraiment dompter la nature, un peu pousser même. Architecte de formation, Arthur van der Straeten partage sa vie entre Paris et Rochecorbon. Son goût pour le végétal, il le doit en partie à ses grands-parents en Belgique qui possédaient un magnifique jardin. Une inspiration qu'il a adaptée ici sur l'hectare et demi de son domaine. Chaque espace possède sa propre atmosphère. Tout en haut du coteau, il a créé un écrin de fraîcheur. Donc ici, ce qu'on appelle le jardin du haut, je voulais apporter un peu d'ombre. Donc en arrivant, il n'y avait rien, c'était une brousse tout simplement avec des ronces et tout ça. Donc je voulais structurer, donc d'où cette allée de tilleuls. Non seulement ils apportent de l'ombre parce qu'il fait très chaud ici l'été, donc d'avoir un peu plus d'ombre, et en même temps ils drainent le sol. Accroché à la falaise de Tuffeau, le domaine a aussi un passé viticole. Dans l'ancien pressoir, on découvre une grande cheminée qui relie les vignes aux caves.
Cette cheminée arrive à 90 mètres de hauteur, tout en haut du coteau. On mettait directement les raisins dans la cheminée qui arrivait ensuite là, directement dans le bassin, dans le refouloir que vous voyez sur la gauche. Labellisé jardin remarquable en 2022, le domaine est ouvert au public 3 mois de l'été et le reste du temps aux clients des 3 chambres d'hôtes. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, 18h45 pour un nouveau point sur l'actualité en Indre-et-Loire et Loire-et-Cher. Très bonne soirée à tous.